Yo les trashers, saviez-vous que la France est le deuxième plus grand consommateur de manga au monde? Genre, devant les États-Unis, c'est presque la moitié des bandes dessinées vendues ici qui sont japonaises. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va découvrir la face cachée de cette passion. On va apprendre plein de choses. Quels sont les mangas et animés les plus vendus au monde? Les premiers, vous les connaissez forcément. One Piece, Dragon Ball, Naruto. Oui, One Piece est devant Dragon Ball avec 400 millions de tomes vendus, le double de Sangoku. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est presque autant que toute la saga Harry Potter, qui est pourtant la saga de livres la plus vendue au monde. Continuons le classement avec les plus connus, Détective Conan, Pokémon, Slam Dunk, Bleach. Et ceux que vous connaissez moins, Goldo 13, Oishibo ou Kochira Katsushikaku Kamei Koen Mai Asuchoujo. L'histoire de ces trois-là se destine clairement à un public adulte. Celle d'un tueur à gages ultra charismatique, éliminant froidement ses cibles, le quotidien d'un policier immature et paresseux, et enfin l'histoire d'un journaliste culinaire, qui mange. Le succès de ces trois mangas tient surtout à leur longévité. Regardez, ils sont dans le top 10 des mangas les plus longs au monde, 40 à 50 ans d'existence. Oh, One Piece, 90 tomes, c'est trop long. Que penser alors des 205 tomes de Tokaben, un manga sur le baseball, sport le plus populaire au Japon. Bon, là on parlait des mangas papier, parlons maintenant de ceux à l'écran, avec ici les 9 animés les plus longs au monde. En voyant ça, on se rend compte de deux choses. Déjà que c'est que des dessins animés ultra chelous pour les enfants. Et surtout, regardez le numéro 1, 7500 épisodes. Et le pire, c'est que ça a l'air insupportable. Sazae-san est un manga qui a commencé en 1946 et qui détient le record de la plus longue diffusion au monde. C'est aussi l'anime le plus regardé à la télévision japonaise, avec Maruko-chan dans le même genre. À croire qu'il faut que ce soit mal dessiné pour que ça ait du succès. Devenir mangaka est un cauchemar. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, gagne plus de 23 millions de dollars par an. Avec ce salaire, vous achetez une île, vous invitez vos copines pour faire tous les jours la fête. Eh ben, pas lui. Il ne dort que 3 heures. Sa journée commence à 5 heures et finit à 2 heures. Il enchaîne clope, café et coca pour tenir le coup et sa santé se dégrade de jour en jour. Mangaka au Japon, c'est beaucoup de pression. En France, vous dessinez votre BD dans votre coin et vous la sortez un an après. Au Japon, c'est ça, mais toutes les semaines. Il existe en effet des magazines comme le Shonen Jump qui publient 19 pages de votre manga toutes les semaines sans que ça s'arrête. Loin d'être une torture, c'est une chance. Et elle peut vite vous filer entre les doigts. À la fin du magazine, on demande au public de voter pour son nouveau manga favori. Et si vous n'êtes pas dans les premiers, l'aventure s'arrête. Si vous avez du succès, vous allez pouvoir vous payer 1 ou 2 assistants. Avec vos propres sous, c'est pas les éditeurs qui payent, c'est vous. Ces assistants vont vous aider pour plein de petites tâches comme nettoyer les lignes, les ancrages, dessiner les décors. Parfois, faute de moyens, c'est votre mère qui vous aide comme dans Gals. Assistant, ça reste le parcours initiatique classique. Eiichiro Oda, justement, a commencé assistant sur Kenshin le Vagabond. Alors voilà. Après des années à trimer, vous êtes enfin mangaka. Et bien là, pas question de vous reposer, pas question de faire du sport non plus, vous risqueriez de vous faire mal aux mains. Vos éditeurs vous mettent la pression constante et vous poussent à continuer. Dragon Ball par exemple devait se terminer à la saga Freezer. Oui copain, quand tu génères des millions de dollars, tu vas nous faire le plaisir de continuer. Comprenez que beaucoup de mangaka vivent très mal leurs œuvres. L'auteur de Nana est en grave dépression et a suspendu son manga. L'auteur de GTO a ses mains complètement foutues, lui provoquant d'horribles douleurs. Et finalement, le seul moyen d'avoir des pauses, c'est de tomber malade. Comme l'auteur d'Hunter x Hunter qui détient le record du nombre de congés maladie. Pour les animés, c'est encore pire. Vous critiquez les dessins moches de Dragon Ball Super? Eh bien, sachez que le salaire d'un assistant animateur pour 10 heures de travail par jour, c'est 690 € par mois. Il y a des grilles complètes de salaire sur Internet et ceux qui s'en sortent plutôt bien, c'est les doubleurs. De véritables stars comme la doubleuse de Sangoku ou Luffy qui à 60 ans passés a encore une sacrée patate. Sauf que parfois, ça tourne au drame. Les doubleurs sont adulés comme des idoles, menaces de mort, harcèlement, et vos contrats vous interdisent même d'avoir des relations amoureuses pour préserver votre image publique. Derrière ces épreuves, quand on demande à ces gens s'ils regrettent leur métier, non. La quasi-totalité disent être heureux
heureux de vivre de leur passion. Quels sont les premiers mangas et animés? Sur cette question, tu as la réponse de l'historien. La tradition des mangas remonte au rouleau narratif des emakimono. C'est au XVIIIe siècle que Katsushika Hokusai invente pour ses caricatures le terme de manga, signifiant image dérisoire. Il faudra attendre 1907 pour voir une première animation de 3 secondes et en 1917 pour le premier animé commercial, Namakura Gatame. Oui, mais bon voilà, c'est pas vraiment les mangas tels qu'on les connaît. Le vrai papa du manga moderne, c'est Osamu Tezuka, personnage légendaire. C'est lui qui en donnera les codes, les découpages, les cases, le mouvement. C'est lui qui sera le papa d'Astro Boy, des 3 Adolphes, de Blackjack ou du Roi Léo. Si, vous savez, ce manga qui sera plagié quelques années plus tard par le Roi Lion. Évidemment, ça sera considéré comme un hommage. Jusqu'alors, le Japon recopiait beaucoup les travaux occidentaux. Une admiration, mais aussi une jalousie qui ira à son paroxysme pendant la Seconde Guerre mondiale, avec cet animé raciste mettant en scène un Mickey américain mangeur d'enfants. Pour les mangas et animés, les choses sérieuses vont commencer dans les années 70, avec la naissance d'Albator, Goldorak, Lupin ou Candy. Les années 80 offriront, elles, les légendes qu'on connaît, Olive et Tom, Dragon Ball, Ken le Survivant ou Senseiya. Mais la fin des années 80 signera aussi l'une des plus grandes crises que connaîtra l'animation japonaise. La mort d'Osamu Tezuka, l'explosion de la bulle économique et l'échec commercial du très coûteux Akira. Il faudra attendre le milieu des années 90 pour voir naître une nouvelle génération. Une génération plus sombre avec Ghost in the Shell, Evangelion, Cowboy Bebop ou Mononoke. Et là, viendra l'explosion dans les années 2000, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Et enfin Naruto, en 2002, qui signera un nouvel âge d'or pour le manga. À toi de jouer! Pourquoi tous les mangas se ressemblent? C'était une critique faite à l'animation japonaise pendant l'époque du Club Dorothée. Et c'est vrai que du peu qu'on en voyait, ils se ressemblaient tous. Aujourd'hui, on sait que c'est faux, que les styles sont riches, mais c'est vrai qu'il y a certains gimmicks. Déjà, les robots. S'ils ont été aussi présents à une époque, c'est parce que c'est eux qui ont été les vrais premiers mangas modernes. Astro Boy, mais aussi Tetsujin Niju Ashigo, voilà les vrais papas du genre mecha qui donneront plus tard les Gundam ou Goldorak. Dans les gimmicks toujours, on a aussi les grands yeux. C'est moins le cas aujourd'hui, mais à une époque c'était limite effrayant. Ça vient encore d'Osamu Tezuka qui aimait dessiner Astro Boy avec de grands yeux directement inspirés de Betty Boop, Bambi ou Mickey Mouse. En gros, tu t'es déjà fab sur de grands yeux de souris. Les couleurs de cheveux, parlons-en. À la base, c'était juste une technique pour mieux différencier les personnages, mais aussi pour signifier plus rapidement leur caractère. Le rouge c'est la passion, le blanc la pureté et le rose la candeur. Oui, justement, parlons du saignement de nez. Quand un personnage voit quelque chose de coquin, d'excitant, il saigne du nez. Non, pas saigner comme ça, pisser le sang. Putain, mais si c'était comme ça dans la réalité, c'est plus du sopalin qu'il faudrait, c'est une bassine et une putain de transfusion. Ça s'appelle le Hanaji et ça vient du manga Yasuji no Meta Meta Gaki. Et c'était à la base justement un élément de censure, parce que oui, c'est une métaphore. Et en fait, dans les mangas, il y a beaucoup de conventions du genre. Certaines sont inspirées de la BD franco-belge et américaine, d'autres de faits réels, certains sont liés à des difficultés techniques, et enfin, il y a les effets de mode. Le Gainax Bones, par exemple, désigne la gravité très particulière des poitrines japonaises. Oui, parce que c'est bien les papas d'Evangelion qui ont lancé ça dans leur animé Gunbuster en 1888. Ah mais je vous l'ai dit, vous allez apprendre des choses intéressantes dans cette vidéo. Parmi les autres gimmicks, la dépression dans un coin de la pièce, les personnages qui chutent de surprise, et bien sûr les onomatopées stylisées et énormes. La prochaine fois que vous regardez un animé, observez bien tous ces petits détails qui font la différence. Les mangas comme instrument politique du Japon. Connaissez-vous la stratégie diplomatique du Japon? Elle a un nom, le Cool Japan. Son objectif? Devenir une superpuissance culturelle mondiale. À défaut d'avoir une armée, inonder le monde de culture japonaise. Et c'est pas un délire d'Éric Zemmour, c'est du vœu même du gouvernement japonais. Par exemple,
Le mec qui faisait Pineapple Pen là, bien il est payé par le Japon pour être l'ambassadeur de la bonne volonté des objectifs de développement durable du Japon. Le manga par essence est politique. Une stratégie gramsciste visant à et il va se calmer le Jean Usul. Après tu vas avoir des commentaires de gens qui te disent de ne pas parler de politique. La vérité c'est que l'économie japonaise est très dépendante de l'industrie culturelle. Objectif affiché, atteindre 2% du PIB en 2020. Ce serait plus que leur agriculture. Vous voulez d'autres chiffres ? 60% de toute l'animation dans le monde est japonaise. La moitié des livres lus au Japon sont des mangas. Il y en a tellement qu'on utilise plus de papier pour en imprimer que pour faire du papier toilette. Le voyage de Chihiro est le film le plus rentable de tous les temps au Japon, devant La Reine des Neiges ou le Titanic. C'est pas cher, donc ça s'exporte bien. Là où un épisode de Game of Thrones coûte 15 millions de dollars à produire, pour un animé c'est 100 000 dollars. Tu préfères quoi toi ? Produire 100 épisodes de Naruto ou un seul épisode de Friends à 10 millions de dollars ? Et enfin, pour vous montrer à quel point c'est saturé, 200. 200, c'est le nombre de nouveaux animés produits chaque année pour la télévision japonaise. Et si on commence à inclure les petites productions, les animés coréens ou les hentai, tenez-vous bien, il existerait plus de 15 000 animés. Il faudrait plus d'une vie pour tous les regarder. Dans tout ça, comme nous l'avons dit, la France a un rapport très particulier avec le Japon. Ils nous adorent, nous les adorons. L'ambassade du Japon nous avait déjà choisi en 1970 pour organiser la première rétrospective sur les mangas. Alors bien sûr, tout ne fut pas rose. Dans les années 90, il y a eu les mouvements anti-manga et un système de quotas à la télévision. Mais depuis, il y a eu Miyazaki, Your Names et les animés sur Netflix. Des mangas français sortent, ceux du Rire Jaune bien sûr, mais aussi Last Man, Debizer ou Radiant, qui sera d'ailleurs le premier manga à se faire adapter à la télévision japonaise. La boucle est bouclée. L'histoire d'amour entre la France et le Japon a encore de beaux jours devant elle. France, Japan, best of friends. Yeah. Si pour tes potes les mangas ça se résume à Naruto ou des livres pour les gamins, partage-leur cette vidéo et montre-leur que derrière cette passion, il y a une histoire fascinante. Défoncez-moi ce pouce bleu comme un gros coup de poing de Saiyan. Merci à tous. Ciao!